C'est marrant d'ouvrir les scènes comme ça, dit Thomas Deck. Bah oui, on ouvre la scène liquide, tranquillou, entre nous. Merci d'être là. Vous allez profiter pendant 3 jours, donc c'est tout pour vous. Vous êtes notre public numéro un. Merci à vous. Non, on espère qu'évidemment, rejoignez-nous sur la scène liquide si vous nous entendez de loin. On était à 2 doigts de danser sur le bar pour vous faire venir, donc attention, évitons les drames. On a un très beau programme aujourd'hui. On va commencer dans quelques secondes avec Thomas Deck de la brasserie Deck et Donohue. Tout à l'heure, on aura Kenz et le Sobrelier. C'est pas un manga, vous verrez, mais presque. On aura Charlène Cabioche qui viendra faire des cocktails avec du café. On aura Henri Volipierre qui viendra nous parler de boissons sans alcool avec cette très très belle boisson de jardin. Et puis la suite cet après-midi, vous verrez, on a 3 jours avec des très beaux fils rouges sur les spirits, sur les sans-alcool. Et puis, on a de la bière, parce que la bière, c'est important. Tout à fait. Thomas, on va pas faire semblant, on se connaît. Deck et Donohue, Oui, ça fait quelques années déjà. On est, Omnivore a toujours été fan, et puis parce que tu es chez Transgourmet aussi. Exactement. On te retrouve demain, après-demain, tu seras là Cet après-midi et Cet demain. après-midi, ok. Ouais. On peut venir voir les bières. On peut venir goûter, il y a de la on peut bière en goûter. pression, il y a de la bière en bouteille, il y a tout ce qu'il faut. De la bière, qu'elle est bonne. Bah, on essaye. Moi, je le dis, je te l'affirme, je confirme. Le truc qui est important, donc, Deck et Donohue fête ses 10 ans cette année. On peut refaire cette histoire que je trouve toujours absolument passionnante de cette décennie. Donc Deck et Donohue, on fête nos 10 ans et en fait, on fête aussi les 20 ans du tout début et de l'idée. On est 2 à avoir monté la brasserie et on s'est rencontrés en 2002. Moi, je suis alsacien d'origine, mais j'avais pas de culture particulière autour de la bière. Et j'ai découvert la bière artisanale aux États-Unis pendant un an d'échange universitaire. Et mon voisin de chambre sur le campus, c'était Mike Donohue. Donc, tu as compris notre nom. On s'est passionné pour la bière. Il y avait un renouveau là-bas qui était insoupçonné pour moi. Et on s'est dit un jour, on va faire notre bière. Ça nous a mis 10 ans pour se lancer. Pendant ces 10 ans, Mike il est devenu brasseur dans différentes brasseries aux États-Unis. Moi, j'ai fait un stage dans une brasserie. Je suis devenu brasseur dans ma cuisine et ma salle de bain. Et on s'est lancé début 2014 dans un petit atelier à Montreuil dans lequel on était 2. On faisait tout de A à Z, de brassage, embouteillage et puis ensuite livraison, dégustation, etc. Bon, on n'est pas là pour raconter l'histoire de la bière en France, etc. Mais on peut quand même dire que vous avez été les précurseurs de la craft, de tout ça. Vous étiez parmi les premiers à vous lancer là-dedans. Ouais, on n'était pas les premiers, mais on va dire on était dans la première vague. C'est vrai que pendant toutes les années qui précédaient ça, on connaît pas forcément et tout d'un coup, on voit que ça éclot et qu'il y a pas mal de gens qui sont dans la même idée. Donc moi, les années avant de me lancer, les gens nous disaient « Ah bon, vous êtes sûr, la bière en France, c'est bizarre ». Et en fait, 2004, 2013, 14, 15, il y a eu tout un engouement et c'est finalement allé assez vite pour passer de un sujet un peu vu comme ennuyeux à quelque chose qui avait une vraie sorte de dynamique, quoi. Il y a ce côté apprentissage du métier de brasseur même que vous avez fait tous les deux avec Mike. Mike qui est passé à autre chose depuis, hein. C'est toi maintenant. Ouais, c'est ça. Mike il a quitté la brasserie il y a 5 ans. Il y a eu cet apprentissage du métier de brasseur, ouais. Mais aussi l'apprentissage d'une certaine façon de brasser. Tu as développé des filières de produits, de fabrication. Il y a une exigence dans la façon dont les bières sont brassées et aussi dans le sourcing des produits. Ouais. Pour nous, quand on a commencé, en fait, beaucoup de gens promeuvent de la bière comme étant un produit de terroir. Beaucoup de brasseries avaient historiquement un nom lié à de la géographie. Et pour nous, notre point de départ, c'est de dire la bière, c'est pas comme du vin, c'est comme de la cuisine. Donc nous, on fait des recettes. La recette, elle est liée aux gens qui la font. Et le travail d'un brasseur, c'est d'arriver à répliquer c'est de définir une recette et ensuite de la répliquer pour qu'elle soit pareille et au niveau qui a été souhaité. Et du coup, nous, on achète des ingrédients, on les transforme pour en faire un produit qui soit stable et qui arrive à être le même. Donc on a monté une brasserie sans être jamais allé dans un champ d'orge, avec des convictions. Donc on est le principal malt qu'on utilise, il est bio depuis le premier jour de la brasserie.
Et progressivement, on a décidé d'accentuer ces engagements-là. Donc on est certifié bio depuis 2019. Et on s'est dit comment est-ce qu'on va plus loin dans du local. Et quand on a voulu travailler avec du malt d'Île-de-France, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de traçabilité, il n'y avait pas de disponibilité de dire je veux du malt d'Île-de-France, ce n'était pas possible. Et on a rencontré des agriculteurs et on a monté, ça fait 3 ans, on a monté une filière qui monte en puissance chaque année. Et donc aujourd'hui, on a plus de la moitié des céréales qu'on utilise qui viennent de champs bio à moins de 50 km de la brasserie et pour lesquels les agriculteurs perçoivent une rémunération supérieure à la rémunération de marché. Donc en fait, en partant de local, on a fait local, bio, et puis finalement aujourd'hui aussi une certaine question autour du commerce équitable français, et de se dire les gens payent plus cher pour un produit comme le nôtre, donc ce serait bien que toute la filière bénéficie de ça, pour qu'il y ait une forme de sens complet. Ça permet aussi de garder la main sur la torréfaction du malt, sur ce travail-là. Oui. En tout cas, d'avoir un regard dessus. Ça permet d'avoir un regard dessus. Après, c'est avec les mêmes. La transformation est faite par le même prestataire qu'avec la personne avec qui on. Donc, c'est plus pour une question d'engagement que pour une maîtrise du goût, en tout cas aujourd'hui. Après, ça joue un rôle extrêmement important, les maltes dans les bières. Toi, tu n'as pas une gamme folle, hein, mais dedans, par exemple, tu as de la brune, il y a une fabuleuse Monk, par exemple, une très très belle bière. Sur cette torréfaction des maltes, ce n'est pas un truc qui est très dans la culture française. Je sais que tu ne es pas là pour faire l'observateur du marché de la bière, c'est pas un truc très français, les bières brunes de façon générale. Pourquoi tu as voulu faire par exemple une brune? En fait, nous, notre gamme de départ, donc on a 5 bières qu'on fait toute l'année. Et on s'est dit, on veut faire des bières pour les années à venir. On veut faire les bières qui sont importantes pour nous. Et donc, on a fait un exercice avec Mike qui était de dire, c'est quoi les 5 bières que tu as envie de brasser pour le restant de tes jours? Et on a gardé que celle où on était unanimes tous les deux. Et c'est vrai qu'une brune légère avec une belle buvabilité, c'est quelque chose qui nous parlait à tous les deux, Et donc, on s'est retrouvés autour de ces quelques styles qui ne sont pas forcément les plus populaires, mais qui, pour nous, montrent aussi un petit peu toute la palette de ce qu'on peut trouver, dans la bière, C'est un peu une porteur française, la Monk. C'est ça. En fait, notre phobie au début, c'était les gens qui disent j'aime pas la bière. Et nous on se disait non mais c'est pas possible, j'aime pas la bière, ça veut dire j'aime pas la bière blonde ou j'aime pas la bière amère ou j'aime pas. Mais il y a une telle diversité possible qu'on va trouver quelque chose qui va vous plaire. Et paradoxalement, la Monk, notre brune, je pense que c'est la bière où les gens ont le plus de réticence à la goûter et au final le plus de surprise ou de dire en fait je pensais pas mais finalement j'aime bien Donc ça. C'est quoi les 5 piliers alors, la Monk, et puis il y en a 2 qui sont ici. Ouais, donc Mission, c'est la toute première bière qu'on a brassée, donc une Pale Ale, donc vraiment avec pas mal de légèreté, pas mal de fluidité, et en même temps les côtés aromatiques très sur les agrumes du houblon. L'IPA, avec des amertumes un peu plus marquées, plus charpentées. On a une Pilsner, donc c'était aussi pour nous l'idée de dire c'est important de faire une bière blonde, légère, et de proposer quelque chose là-dessus en tant que brasserie artisanale, de se dire on va pas laisser ce style-là aux brasseries industrielles. Et ensuite on a Cuvée des Moissons, qui est une blonde au 4 céréales, donc là avec pas mal de texture, pas mal d'onctuosité. Et la Monk dont on a parlé, donc brune légère. La Mission, c'est la bière phare finalement. C'est le symbole de. Ouais. À la fois, Mission, c'est la rue de San Francisco où on a fait notre première bière ensemble. Donc c'est un peu le point de départ pour nous. Et en même temps, c'est cette idée de goût et d'équilibre, Donc c'est pour nous une bonne bière, c'est une bière qu'on a envie de reboire. Donc pas forcément le jour même, mais à un moment de sa vie. On ne fait pas des bières. Pour cocher des cases et se dire oh là là c'est un truc stratosphérique, donc c'est vrai qu'on essaye de faire des choses équilibrées en amertume, équilibrées en goût et sans pour autant être ennuyeuses mais on fait plus des bières de reviens-y que des bières de
Il y a quelque chose, si tu permets, en tant qu'observateur extérieur, en tant que buveur des bières d'Aigle Donohoe, le style IPA, par exemple, il a été récupéré par tout le monde maintenant. Il y a 10 ans, quand vous avez commencé, personne ne savait ce que c'était. Maintenant, tout le monde en fait. Il y a un choix très clair, je trouve, dans de clarté, de jamais aller dans l'exagération, d'être très sur... on sent aussi, il y a l'envie qu'on ait la qualité de l'eau dans la bière, je trouve toujours, c'est très présent. Ce style-là, très pur, pas du tout exagéré ou acting out, c'est la volonté depuis le départ. Hein. Ouais, je pense que c'est aussi le reflet du fait que voilà, moi, pendant 8 ans avant de monter la brasserie, à cette heure-ci, normalement, j'étais chez moi en train d'expérimenter des recettes. Je pense qu'il y a vraiment l'idée d'artisanal de remets 1000 fois ton ouvrage et vraiment de se donner les moyens de perfectionner les choses plutôt que de dire allez, on va faire une nouvelle bière tous les jours, quoi. On va dire que voilà, si on était un restaurant, on ne serait pas un restaurant qui change sa carte tous les jours. On serait un restaurant qui aurait des classiques et puis qui aurait des propositions du jour un petit peu plus originales, quoi. Mais il y en a, on se voit. Par saison, combien de bières tu sors chaque année en plus? En gros, on a une bière de saison donc, pour chaque saison. Donc là, la semaine prochaine, on va récupérer des potirons pour notre bière d'automne, donc brassée avec des potirons de la ferme des Prés-Neufs à 20 km de la brasserie. Et ensuite, on fait des bières spéciales. Donc on a une bière spéciale pour nos 10 ans qu'on a brassé en équipe. On fait des collaborations avec des restaurateurs, d'autres artisans. Donc on va dire chaque année, il y a peut-être entre 10 et 15 bières qui sortent sur parfois des tout petits projets. Donc on fait aussi bien 500 bouteilles avec un copain restaurateur que des productions un petit peu plus volumineuses, quoi. Et potiron, ça va parfois aussi un petit peu loin. Ces bières-là, elles sont faites pour s'amuser, Oui, à la base, c'est une tradition aux États-Unis où il y avait toujours cette culture du potiron et c'était la bière du pauvre. Donc les années de mauvaise récolte de céréales, ils coupaient la bière avec du potiron parce qu'il y a du sucre dedans. Et donc ça permettait de faire de l'alcool, quoi. Et donc on a gardé cette tradition-là en enlevant les épices. Donc souvent les gens qui font des bières au potiron, ils mettent pas mal d'épices pour faire le côté un peu pumpkin pie. Et donc nous, au final, c'est une ambrée dans laquelle le potiron, il se devine, mais c'est pas... disons, si t'aimes pas le potiron, tu peux boire cette bière sans inquiétude, quoi. C'est pas le point le plus... on le voit, hein, les brasseries craft aujourd'hui, elles partent très loin. Des fois dans des trucs, voilà, on a vu des bières au hamburger, on a vu des bières à tout. Ouais. Ça t'amuse des fois d'aller faire des choses comme ça ou c'est pas du tout... C'est vrai qu'on a une grande liberté comparée à l'univers du vin, par exemple, qui est très encadré. Donc on peut tout faire dans la bière. Et c'est pas parce qu'on peut tout faire qu'il faut faire n'importe quoi. Donc se dire juste venir prendre la purée de goyave pour faire une bière à la goyave, en fait, c'est un côté un petit peu... C'est pas très intéressant, quoi. Donc... on est content d'expérimenter, mais le critère c'est est-ce que c'est bon, et si c'est pas bon, on va pas dire c'est fun, achetez-la quand même, quoi. Donc on teste pas mal de choses et ensuite on se garde le droit de ne pas les proposer si c'est pas intéressant. Ah, tu vois ce que je veux dire, les Imperial Stout américaines, il y en a qui font avec du gâteau, de la vanille, des machins, des trucs. C'est pas non plus des voies que c'est pas trop. hein. En fait, c'est pas trop mon goût non plus. Donc finalement, je pense que je cherche beaucoup à faire les bières que j'ai envie de boire plutôt que de me dire ah tiens, il y a une nouvelle tendance, faudrait qu'on fasse cette bière là, quoi. Je pense que c'est aussi le fait de baigner là-dedans depuis 20 ans, ça a aussi aidé à finalement faire des choix et à savoir... moi, j'étais allé avec Mike il y a une quinzaine d'années à un festival du Barley Wine, donc c'est bière assez charpentée, à 8-10 degrés qui se rapproche du vin. Aujourd'hui, c'est pas des choses je me dis, il y a plein d'autres propositions de boissons pour ça et on n'a pas besoin... Est-ce que les gens ont besoin d'avoir une bière qui ressemble à du vin ou une bière qui ressemble à un spiritueux?
pour moi, non. Donc, je préfère laisser ça de côté. Bah, c'est sans doute ce qui est le plus formidable avec Dave Donohue, c'est d'avoir réinventé la bière sans pour autant avoir tout cassé. Enfin, c'est aussi ça le but de la craft, c'est un peu le vin nature de la bière finalement. Et je pense que c'est pas effectivement c'est la majorité de ce qu'on fait, ça s'ancre dans une tradition et c'est peut-être plus que ces traditions, elles ont été un peu perturbées depuis 20, 30, 50 ans, mais c'est pas on fait rien de révolutionnaire, on brasse toujours avec 4 ingrédients principaux, les process n'ont pas changé et je pense que c'est peut-être plus réhabiliter les ingrédients de base, l'orge, le houblon, aller chercher des houblons aromatiques plutôt que je pense que la tendance des 50 dernières années, ça a été de faire moins amer, moins de goût, en espérant se dire moins la bière aura de goût, plus elle pourra plaire à tout le monde. Mais au final, quand il n'y a plus de goût du tout, le houblon, c'est un problème. Hein, pardon, c'est pas une culture française. On voit que maintenant il y a des houblonniers qui s'y remettent, mais c'est difficile là aussi d'aller trouver les produits qui vont bien, qu'il faut. Il y a toute une culture de production de houblon, notamment en Alsace et dans le Nord, mais c'était historiquement des variétés assez discrètes, à la fois en raison des conditions climatiques, donc qui ne permettaient pas, avec l'ensoleillement, d'avoir forcément des choses très, très exubérantes, et en même temps parce que c'était la demande des brasseurs, puisque les brasseurs alsaciens, ils font plutôt des bières discrète, équilibrée, dans lequel on ne cherche pas à faire ressortir le goût du houblon. Les brasseurs américains, ils ont fait exploser des variétés très aromatiques parce qu'ils ont cherché quelque chose de très punchy et de très différent. Donc c'est vrai que nous, quand on a commencé, près de la moitié des houblons qu'on utilisait venaient des États-Unis. Et on a décidé d'arrêter ça complètement. Donc aujourd'hui, on est 100% houblon européen. Et dans les 2 ans à venir, on passera en 100% houblon français. Et donc là, en ce moment, on est en train de trouver ou de chercher la bonne manière de s'y prendre. Donc, dans le sud de la France, il y a des néo-houblonniers et il y a les conditions climatiques qui permettent d'avoir des maturités un peu plus importantes et des côtés fruités qui vont être plus flatteurs. Et ensuite, dans la filière, il y a de la transformation qui doit être faite. Et l'enjeu, c'est d'avoir un bon niveau de maturité de la fleur et ensuite qu'elle soit transformée dans de bonnes conditions. Donc en fait, on est en train de voir avec notre partenaire houblonnier en Alsace pour qu'il nous trouve des producteurs partout en France et qu'ensuite lui transforme parce que lui a le bon outil de transformation dont on aurait besoin, quoi. Donc c'est finalement, il y a plusieurs étapes à respecter pour que ça marche. Et ensuite, c'est des cultures qui mettent 3 ans pour atteindre la maturité. Donc en fait, il faut donner de la visibilité au planteur pour lui dire c'est pas juste pour faire un test, c'est moi j'aimerais te commander du houblon pour les années à venir. Et donc il y a tout un travail d'accompagnement à faire, y compris pour garantir le bio, quoi. Donc il y a pas mal de choses qui se mélangent. Nous, consommateurs, buveurs de bière, malheureusement, on ne se rend pas forcément compte quand on achète ta bière ou une bière industrielle. Allez, je le rappelle vite fait, mais en gros, 95% de la bière, elle est produite par 3 groupes. Ouais. Brassicoles, dont un qui occupe quasiment plus d'un tiers du marché. On ne voit pas la différence entre ça, tout ce travail, les maltes, les houblons, et puis les pellets séchés. C'est difficile d'arriver à justifier vis-à-vis des consommateurs, justement, d'expliquer, vous achetez pas la même chose. C'est une bouteille de bière, mais c'est pas pareil. En fait, c'est une bonne question. Moi, je pense que le consommateur, il n'a pas forcément besoin d'avoir tout ça parce que moi, j'ai envie que tu boives ma bière parce que tu la trouves bonne, pas parce que tu te dises oh là là, il s'est donné du mal. C'est pas le laborieux et du coup, il faut être gentil avec lui. Donc finalement, on cherche pas à ce que ce soit l'argument numéro 1 où on met pas tout ça en avant sur notre étiquette, mais c'est plus s'ancrer comme un tout, quoi. C'est de se dire si tu aimes bien cette bière et que tu creuses, si tu vas sur notre site internet, tu vas voir qu'il y a des vidéos avec des producteurs et puis qu'on aborde la question de la rémunération du travail des agriculteurs en France. Mais est-ce qu'au moment de l'apéro, tu aurais envie que le serveur te dise alors vous, c'est bien parce que votre bière, elle est alors que vous, c'est moins bien? C'est difficile, quoi. Donc, c'est aussi que quand on va la boire, elle va être plus digeste, elle va être meilleure, il y a moins de choses rajoutées dedans. Enfin, c'est aussi une vraie question. Quand on boit, on le sait déjà, bon, il y a de l'alcool, mais il n'y a pas que ça. Et se poser la question de ce que ça nous fait quand on le boit.
on se porte mieux quand on boit ça que quand on boit. On va pas dire. Hein. Moi, je peux le dire. Moi, je peux le dire. La marque avec l'étoile rouge, là, après, on a mal à la bouche. Hein. 10 ans, ça veut dire forcément avoir, d'une certaine façon, grandi, évolué. Et puis, oui, augmenter des volumes, un business model. Ouais. Ça se passe bien, mais ça va où comment on grandit quand on est Ouais, c'est une bonne question. Quand on commence dans sa salle de bain? Donc on était 2, aujourd'hui on est 17. On a commencé dans un petit local de 80 mètres carrés. Aujourd'hui on a un local d'un peu plus de 1000 mètres carrés. Donc effectivement on monte en puissance progressivement. Pour moi, parce qu'on est un produit de recette, on peut grandir sans renoncer. Si on était un produit de terroir, si on veut en faire plus, au bout d'un moment, on va perdre en spécificité du terroir parce qu'on va s'éloigner, quoi. Un produit de recette, paradoxalement, on peut faire mieux quand on grandit parce qu'on a un meilleur accès à la matière première, on a un meilleur accès à l'équipement. Donc moi, je considère qu'aujourd'hui, même si ce qu'on fait est moins manufacturé qu'au début, je pense qu'on fait de la meilleure bière parce qu'on a du meilleur matériel, un meilleur accès au houblon. Je me souviens la première fois qu'on est allé voir les houblonniers en Alsace, nous on achetait des sacs de 5 kilos et puis il y avait un gars qui se baladait et puis il mettait son nez dans d'énormes balles de houblon et il disait celle-là, celle-là. Et lui c'est qui? Et c'était un brasseur américain qui venait sélectionner ses lots. Je disais, et nous, on reçoit les restes. Et ils disent, oui, en gros, les gros viennent choisir ce qu'ils veulent. Et puis ensuite, finalement, en grandissant, on a pu faire cette filière de céréales qu'on n'aurait pas pu faire tout au début, quoi. Donc, faut arriver à grandir sans renoncer, mais finalement, c'est possible dans notre métier, quoi. Et l'idée, c'est de continuer, de passer de 2 à 17 à plus. Où est-ce que tu es arrivé pour toi à un moment où ça marche comme ça et il n'y a pas besoin d'aller au-delà? Là, on arrive à un moment où ça marche et où on n'a pas un impératif de grandir. Et après, l'idée, c'est de continuer à grandir tant qu'on n'a pas justement à renoncer sur des choses qui sont importantes pour nous. Donc, aujourd'hui, si quelqu'un me dit il me faut de la bière moins chère, est-ce que tu acceptes de me faire une bière non bio? Je peux dire non. Et donc, s'il y a des gens qui disent je suis content de t'acheter tes produits et dans ces conditions-là, moi je suis content de continuer. Donc en fait, j'ai pas de, on est un peu une entreprise familiale, quoi. En fait, on se projette sur le long terme. Il n'y a pas un objectif d'aller faire autre chose ou il n'y a pas de KPI. Voilà, c'est relativement libre et en même temps, je pense que c'est important d'accepter d'être un petit peu dans la course avec les autres parce que c'est trop facile de dire non, mais nous c'est différent, donc on n'arrive pas à grandir, quoi. Donc je pense que je serais content d'arriver à grandir pour démontrer qu'on peut grandir et garder un cap, quoi. Et rester indépendant parce que, je le disais, ce secteur il est quand même dominé par des très grands groupes dont le sport favori en ce moment est d'aller racheter toutes les petites brasseries de craft et de les intégrer dans leur portefeuille en leur laissant leur indépendance. Toi, tu es indépendant justement de tout ça. Ça fait peur, le côté OPA de AB InBev, de Elkan Mas, de tout ça Ça fait pas peur parce qu'on a le droit de dire oui ou non. Ça fait parfois peur parce que des gens se retrouvent avec des moyens colossaux et vont dire qu'on fait le même métier alors qu'effectivement c'est plus exactement la même chose. Après, je pense que c'est un peu triste de voir se dire il y aurait 10, 15, 20 ans de travail et puis en fait en 1 an, 2 ans c'est balayé parce que ça doit rentrer dans des cases et donc ça... Ouais, c'est souvent des tristes fins, quoi. L'histoire J'enfonce le clou, mais je vais dire, il y a beaucoup de brasseries craft qui ont démarré comme des startups avec la très claire intention de devenir un produit d'appel pour des gros, qui allaient les racheter. Il y avait jamais... ça n'a jamais été l'idée, ça n'a jamais été le projet. Pas non plus le projet d'aller faire brasser des gros volumes ailleurs ou d'être... on est un peu une anti-startup, quoi. On a mis 10 ans pour se lancer, donc déjà on n'est pas des rapides. Et oui, on est plus sur un temps long, quoi.
Bon, le prochain objectif, tu le disais, c'est le houblon. Est-ce qu'après, il y a eu des choses, des bières que tu as eu envie de faire ou des bières que tu aurais envie de faire et qui ne sont pas encore possibles, réalisables, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas l'infrastructure ou pas les produits ici en France? Il y a un thème qui nous intéresse mais qu'on veut faire tranquillement et ça va te parler, c'est les bières de fermentation spontanée. Donc en gros aujourd'hui, quand on fait de la bière, on ajoute de la levure qui est une levure sélectionnée et qui va garantir une forme d'uniformité du goût. Contrairement au vin nature par exemple, dans lequel la fermentation se fait via les levures indigènes, donc on trouve sur les peaux du raisin. Pourquoi est-ce que ça ne se fait pas dans la bière? Parce que nous, on va cuire nos matières premières. Donc en fait, toutes les levures qui pourraient se trouver sur les matières premières, on les tue dans notre processus. Donc en un sens, on est obligé de les ajouter. Mais on aimerait bien essayer d'aller chercher justement des levures dans les champs qui sont près de chez nous et desquels on prend nos céréales et de faire des sortes de levains d'orge pour se dire on aurait des bières qui reflèteraient un terroir et qui changeraient d'année en année. Ce seraient des toutes petites productions et ce serait vraiment plus pour la curiosité. Mais c'est vrai que ça, c'est des thèmes d'exploration qui peuvent nous emmener sur un certain nombre d'années d'exploration. Donc tu veux faire du lambic français? Oui, mais lambic pas de la fermentation, pas des levures de chai, des levures d'ingrédients, quoi. Donc aller travailler vraiment sur. Et qu'est-ce qui pose problème sur ça? C'est vraiment un truc sur lequel tu travailles? Il y a quelque chose qui bloque dessus? Ouais, c'est arriver à le faire de la bonne manière déjà parce que c'est contraire à tout ce qu'on fait au quotidien. Donc en fait, on n'a surtout pas envie d'avoir ces levures sauvages qui viennent ensemencer le reste. Donc il faut déjà le faire de manière contrôlée. Et ensuite, pour arriver à trouver le bon chemin et expérimenter, sachant que on n'a droit qu'à une tentative par an parce que c'est au moment de la récolte qu'il y a le maximum de levure qui se balade et que il faut qu'on arrive à se caler pour voir ce qu'on veut tester d'année en année, quoi. Bon, ça veut dire qu'on se revoit bientôt pour parler bien de ça? sûr, Non, mais bien sûr. ça va marcher, Oui. tu y crois ou bien? Ça finira par marcher. Et Peut-être pas du premier coup, mais les levures que tu vas aller chercher, c'est sur les céréales sur les orges, ouais. Sur les orges, ouais. avant le maltage, évidemment. Ouais, exactement. Et donc, comment de les laisser fermenter plus? C'est quoi le principe? C'est d'aller faire une sorte de levain, quoi. Donc c'est pendant qu'on envoie le reste à la malterie pour qu'ils nous le transforment, c'est de commencer une fermentation avec de la céréale crue. Et ensuite de garder ça pour venir ensemencer notre bière, quoi. Donc de le réinjecter dans le batch après, sur une partie. Ça va donner, oui, c'est les Wild Ales que aussi pas mal de brasseries américaines ont commencé à faire ces dernières années. Ouais. Tu trouves que c'est facile à expliquer, ça? Pardon, parce que toujours le processus de la bière, à chaque fois, on va pas refaire l'explication, mais le sentiment aussi parfois que les gens ne savent pas forcément ce que c'est qu'une bière, comment c'est fabriqué, ce que ça induit comme différents processus. C'est pas encore plus compliqué de leur dire c'est une bière au levain? Ouais, ce sera pas plus simple à expliquer, mais c'est vrai que je pense que les premières années, quand je faisais goûter la bière, j'essayais toujours d'expliquer comment c'était fait. Et au final, je me rends compte que les gens, ils n'ont pas non plus une disponibilité d'esprit pour savoir refaire de la bière chez eux quand ils rentrent. Donc finalement, c'est de plus en plus le goût et ça va être de dire, oui, il y aura une acidité plus marquée. Est-ce que ça vous parlera ou pas? Et à ce moment-là, on en parle davantage, quoi. Mais de toute façon, c'est amené à être des micro-productions, quoi. J'ai hâte. J'espère que ça marchera. Pour ceux qui n'étaient pas là tout au début, les bières de Deck et Donohue, on les goûte pas là. On les goûte, elles sont même à la pression chez Transgourmet. Tu es là cet après-midi, tu es là demain. Ouais. On peut venir te voir. Exactement. Il y a les cinq piliers. Presque. Presque, non. Ouais. Donc il y a la Mission Pale Ale, Oui. Il y a l'IPA, il y a la Monk. La Monk n'est pas là aujourd'hui. La Monk n'est pas là. Il y a la Pilsner et il y a l'Aube qui est notre bière blanche. Qui est une des bières de saison que vous faites. Exactement. Exactement. Donc on peut venir te voir, on peut venir te parler, on peut venir te demander plein de choses. Tout et à on peut fait. venir goûter les bières. Ouais. Et Thomas, ça m'a fait tellement plaisir moi aussi. qu'on ouvre cette scène liquide avec beaucoup de courage avec toi.
Tu es un peu notre ange gardien, donc on se revoit l'année prochaine. Avec plaisir, Avec les des bières de fermentation Est-ce qu'on peut spontanée. applaudir, s'il vous plaît, Thomas Deck de la brasserie Deck et Donoghue. On se Merci. retrouve Merci. sur le stand Transgourmet et nous, on se retrouve dans 7 minutes avec Kenz et le Sobrelier. C'est comme un manga, mais c'est pas un manga. À tout à l'heure.